Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour cette journée sur une thématique importante, celle de l'eau, des modèles de développement et des changements climatiques. Et permettez-moi aussi de vous remercier de me donner la parole. Et permettez-moi de vous remercier de me donner la parole pour partager avec vous un certain nombre de réflexions sur le sujet qui a été choisi pour cette journée. Je voudrais tout d'abord dire que lorsque je vais aborder le sujet de l'eau, je vais parler de l'eau en tant que constituant d'un écosystème et pas uniquement en tant que ressource, eau comme ressource. L'eau faisant partie évidemment des écosystèmes naturels, il y a évidemment une forme d'interaction puisque, comme vous le savez, dans les écosystèmes, c'est une forme d'interaction permanente entre toutes les composantes. Et il est utile de garder donc cette vision d'approche globale et qui permet de ne pas considérer l'écosystème comme une somme d'éléments constitutifs, la terre, le climat, le sol, la faune, la flore, l'homme aussi, puisqu'il est au centre de ces écosystèmes, mais de parler de ces interactions où chaque composant influe sur l'autre et en fait les positions d'équilibre de ces écosystèmes, c'est la résultante de toutes ces interactions et qui évidemment change dans une marge qu'il est convenu d'appeler la résilience de ces écosystèmes. Lorsqu'on sort de ces marges, évidemment, nous tombons dans une forme de déséquilibre qui peut être irréversible, c'est-à-dire d'aller vers une forme de désertification. Donc nous abordons l'eau non pas comme ressource, mais comme élément constitutif, comme élément central de tout écosystème. Le deuxième élément, c'est que lorsque nous parlons de modèle de développement, ou le nouveau modèle de développement, il est permis aussi de s'interroger pourquoi nous posons cette question, pourquoi maintenant, que reproche-t-on donc aux anciens modèles de développement, quels sont les constats, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est probablement à tous ces questionnements que la réponse que nous demandons peut-être à ce nouveau modèle de développement de répondre à tous ces questionnements. Je ne vais pas évidemment rentrer dans l'approche qui consiste à faire l'inventaire des gaps, des insuffisances et évidemment de rentrer dans une forme de traitement de ces gaps, pas une politique de rattrapage des gaps, mais essayer plutôt de trouver quels sont les éléments d'interaction entre ces composantes et d'essayer d'apporter une réponse à la globalité, parce que tous ces gaps, tous ces dysfonctionnements apparents ne sont en fait que des symptômes, et un symptôme ou la somme d'un certain nombre de symptômes, ça ne fait pas un diagnostic. Donc la politique de rattrapage des gaps peut être défaillante en ce sens qu'elle se propose d'éteindre les symptômes sans éteindre l'origine ou les causalités de ces symptômes. Donc c'est à partir de ce moment-là que nous voyons pratiquement notre position, c'est-à-dire la position de l'homme dans ces écosystèmes pour lesquels il y a eu des alertes, parce qu'on a parlé souvent de modèles de développement depuis bien longtemps. Et sans remonter très loin dans le temps, sur les 5 dernières décennies, je crois qu'il y avait des lanceurs d'alerte qui ont posé ces problèmes avec acuité et souvent ils n'ont pas été entendus ou carrément entendus mais pas écoutés. Et ce qu'il convient de faire, c'est qu'effectivement, rappelons-nous que déjà dans les années 50, lorsqu'il y a eu la publication de ce document qui s'appelait l'obsolescence de l'homme, qui a été fait par un certain philosophe, un certain Gunther Anders, donc, qui a attiré l'attention sur un certain nombre de défaillances, il a été déjà à l'époque accusé de lanceur de panique
ou de polémiste, alors qu'en fait, lui, il avait choisi comme ligne éditoriale de forcer le trait et d'exagérer pour voir ce qui était invisible et surtout pour faire voir ce qui était invisible, donc au commun des mortels. Il se comparait à un biologiste ou un microbiologiste qui utilise le microscope pour rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu. Donc, dans ce document L'obsolescence de l'homme, donc il prévoyait déjà à l'époque que la machine, ou que l'homme, ou que la technologie, probablement allait produire les moyens de destruction de l'espèce humaine. Il est assez étonnant de voir que ce livre, sur les 2 dernières années, est revenu sur le devant de la scène avec donc cette touche de document prémonitoire. Lorsque nous voyons quelques années plus tard, lorsque le Club de Rome en 68 s'était réuni et qui a attiré l'attention sur le fait que les modèles de développement tels qu'ils se dégageaient des 30 Glorieuses n'étaient pas viables. Ce modèle de développement n'était pas viable. Ils avaient produit, rappelons-nous, ce document qui s'appelle donc The Limits of the Growth, Halte à la croissance, et qui a produit en 1972 ce rapport Meadows et qui a été produit en 1972. 72, c'était la première conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm. Et depuis, je crois que la recherche d'un modèle de développement a commencé à prendre forme et qui, dans les années 80, a produit ce concept de développement durable. Ce développement durable qui a eu sa légitimité à Rio en 1992 et qui consiste à dire que le développement durable, si on veut garantir le développement durable, il faudrait que l'on produise des richesses, il faut assurer la croissance, il faut respecter d'un autre côté les équilibres écologiques et en troisième lieu, il faut aussi tenir compte de l'aspect social, c'est-à-dire les biens et services en termes de disponibilité et d'accessibilité. Ça, c'était en 92. 20 ans plus tard, c'est-à-dire Rio plus 20, c'est-à-dire en 2012, on est revenu donc sur cette notion de développement durable et on n'a pas beaucoup progressé parce que tous les indicateurs continuent à devenir, à continuer à être au rouge. Tous les indicateurs sur les 3 grands objectifs, le changement climatique, la lutte contre la désertification et la biodiversité. Et curieusement, en 2012, c'était aussi le 40e anniversaire de ce rapport Meadows. Ce rapport Meadows qui n'a pas pris une seule ride parce qu'il prévoyait qu'en 2030, il allait y avoir ce qu'on appelle maintenant l'effondrement, la théorie de l'effondrement, ou alors pour être un peu plus scientifique, la collapsologie. Donc le collapsus, ça veut dire une destruction brutale. Alors donc ce rapport Meadows, il ne cessait de dire qu'on ne peut pas uniquement construire un développement sur la croissance. Ils évoquaient d'ailleurs un proverbe japonais qui dit lorsque on a comme seul outil un marteau, on finit par prendre tout pour un clou. Alors à force de marteler croissance, 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 on ignore l'essentiel, c'est-à-dire la finitude des ressources naturelles et en même temps la destruction de ces équilibres des écosystèmes naturels notamment. Alors donc, par rapport à cela, si on parle de nouveau de modèle de développement, on est, à mon avis, dans le modèle de développement durable. C'est le modèle qui convient, si vous voulez, à utiliser les ressources en respectant les équilibres. Malheureusement, à Rio 2012, on a changé de lexique, on commençait à parler de l'économie verte. Et en changeant de lexique, on se donnait l'impression d'avancer. Mais en fait, c'est une régression, puisque l'économie verte n'est rien d'autre que le développement durable, moins l'aspect social. Or, si vous supprimez l'aspect social, tous les accidents, entre guillemets, de nos sociétés modernes sont dus justement à ces fractures sociales. Or, c'est là qu'il y a probablement des éléments de réflexion
Et il me semble que, à travers le filtre des changements climatiques et à travers aussi les divers accords qui ont eu lieu, l'accord de Paris, mais avant l'accord de Paris, les objectifs du développement durable en septembre 2015 avec les 17 objectifs. 17 objectifs, mais il semblerait qu'il manquerait un 18e objectif qui aurait été mis de côté et que les objectifs de développement durable n'en parlent pas du tout, c'est la démographie verte. C'est-à-dire on a tout concentré sur les modèles de production, sur les modèles de consommation qu'il faut changer, mais ces ressources naturelles, il va falloir justement les destiner à une population. Mais quelle est la population soutenable? En d'autres termes, est-ce qu'on se serait posé cette question maintenant si on avait gardé la démographie mondiale telle qu'elle était il y a 2 siècles? Elle était à peu près 1 milliard d'habitants. Maintenant, on nous dit qu'à l'échelle du temps de 2100, on parlait de 9 milliards et demi, maintenant on parle d'une hypothèse basse de 11 milliards et probablement dans une hypothèse haute de 17 milliards. Donc cet aspect de démographie verte n'a pas été pris en considération dans ces objectifs de développement durable. Or, c'est un point fondamental. Il a été rappelé d'ailleurs, si vous vous rappelez, la COP23, par les 15 000 scientifiques qui ont signé cette pétition, et pour la première fois, ils parlaient d'une démographie soutenable. Mais c'est tombé aux oubliettes parce qu'à la COP24, personne n'en a parlé. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, les objectifs du développement durable à l'objectif 2030 est un recueil extrêmement important qui traite de tout et qu'il faudrait peut-être cheminer vers leur application dans un cadre cohérent. Parce que le fait de les saucissonner en 17 objectifs, ça ne veut pas dire que chaque objectif obéit à une logique linéaire. Rien n'est pire que d'approcher les questions sous une forme linéaire. La globalité est extrêmement importante, et là je reprends donc une phrase de Edgar Morin qui disait que le monde n'a jamais produit autant de connaissances et autant de savoir, mais il n'a jamais été autant frappé de cécité. Donc en même temps que nous connaissons tout, pratiquement, enfin tout entre guillemets, en même temps nous cheminons sur une trajectoire qui n'est pas la bonne. C'est pour ça que je pense que dans le modèle de développement, nous avons le développement durable. Maintenant, comment y arriver? C'est là où il faudrait peut-être attendre de ce modèle de répondre à quelques points qui me paraissent essentiels. Ce sont les fractures que nous constatons. La première fracture, d'abord, c'est la fracture générationnelle. La fracture générationnelle, parce que dans le développement durable, nous disons qu'il faudrait avoir le droit de disposer des ressources naturelles, mais sans compromettre le droit des générations futures à disposer de ces ressources. Mais comment peut-on garantir la solidarité intergénérationnelle sans avoir la solidarité intragénérationnelle? Donc sans cette solidarité, et sans la réflexion sur cette première fracture, il est difficile d'espérer arriver donc à une forme d'objectif qui restera une utopie. La deuxième fracture, c'est la fracture spatiale et territoriale. Parce que dans ces fractures, effectivement, nous voyons que d'abord la nature elle-même, je crois, n'a pas réparti ses ressources de façon équitable, mais en même temps, il y a une forme de grande disparité où il se trouve que ceux qui sont dans les endroits ou dans les territoires ou dans les espaces les moins propices sont ces populations-là qui souffriront le plus et qui souffriraient le plus alors qu'ils n'ont aucune responsabilité historique de ce qui advient à la nature. Donc la responsabilité historique, elle est ce qu'elle est. Et je pense que l'accord de Paris était un accord qui donnait quelques éléments, quelques clés d'entrée justement pour réparer cette injustice spatiale et territoriale. Encore faut-il qu'au niveau du financement, notamment en termes de financement pour les opérations d'adaptation, que ça puisse suivre avec les dimensions et avec l'urgence nécessaire.
La fracture donc générationnelle, la fracture territoriale ou spatiale et la fracture sociale, c'est-à-dire comment répartir les fruits de la croissance pour que chacun se sente concerné par ce qu'il advient à notre planète. Et notre planète, c'est un bien public. Et comme on le sait, dans tout bien public, il y a les deux travers. C'est d'abord la tragédie du bien commun et puis le syndrome du passager clandestin. C'est-à-dire que tout le monde pratiquement est d'accord avec les objectifs à atteindre. Nous savons que la planète se détruit, nous savons qu'il y a un certain nombre d'événements et d'éléments qui nous disent qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, mais tout le monde n'est pas prêt à consentir le même effort. Donc ça veut dire qu'à la limite, ceux à qui vous demandez l'effort, ils vous diront que ce que vous nous demandez est beaucoup trop important, qu'il est immédiat, mais les résultats attendus sont des résultats lointains, ils sont médias et ils sont pour tout le monde. Et cette tragédie de bien commun est connue dans toutes les tragédies de bien commun, ce qui arrive d'ailleurs souvent que le pacte climatique est le déclenchement de la rupture du pacte social. Donc partant de cela, je pense qu'il est beaucoup plus nécessaire actuellement, avec toutes les connaissances et les savoirs que nous avons, de les intégrer pour avoir une gouvernance qui nous permet d'aller dans le bon sens et de ne pas se contenter de faire l'inventaire des gaps de telle sorte à ce que ça devienne une sorte d'acte notarié de tout ce qui ne va pas. La biodiversité, 75% des insectes ont disparu sur les 3 ou 4 dernières décennies. Enfin, tout ce qui concerne les famines, les événements extrêmes, etc. Mais ceci restera toujours un simple inventaire si on n'a pas la volonté de le traiter dans une forme collective qui obéisse d'abord à la répartition des responsabilités et des efforts et qui obéit aussi à l'urgence d'agir avec l'intensité et la dimension nécessaire. Je vous remercie.